Se pencher sur des copies, c'est un exercice incontournable de toute préparation sérieuse à un concours. Ces copies, évidemment, celles que l'on produit pendant les 2 années de classe préparatoire, mais également les copies des autres, celles de ses camarades, pour comprendre pourquoi tel autre que l'on connaît et qui accepte de nous prêter la copie a eu une note supérieure ou inférieure à la nôtre, afin de progresser. Parce que le but de reprendre ces copies, selon l'expression consacrée, c'est bien celle-ci. C'est essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure pour parvenir à ce qu'il y a de meilleur possible le jour du concours. Alors très souvent, on se penche sur les meilleures copies et on regarde les copies à 18, 19 ou 20 en expliquant pourquoi cette copie a obtenu le jour du concours la note maximale. Nous avons aujourd'hui décidé de faire les choses de façon un peu différente en se penchant sur des copies qui précisément en cours d'année, et là il s'agira de 2 copies de 2e année, ne parviennent pas à satisfaire les attentes du jury. Et je tiens immédiatement à préciser les choses. Les attentes du jury ne sont pas exactement celles de l'enseignant pendant l'année, car il y a 2 types de notation. Il y a la notation qui est une notation de formation, c'est une notation donc formative pendant l'année, où les enseignants qui vont corriger les dissertations vont aller traquer la moindre petite erreur qui serait un obstacle parfois indépassable pour le jour du concours et qui amènerait le candidat à sous-performer alors même que pour le reste, la copie pourrait être satisfaisante. Cette habitude que nous avons en tant qu'enseignants d'aller traquer la moindre petite erreur, c'est ce qui fait de nous souvent des enseignants considérés comme étant particulièrement sévères, particulièrement vaches, particulièrement exigeants, etc. Alors c'est vrai que nous sommes exigeants, mais cette exigence est à la hauteur de la confiance que nous mettons dans les étudiants. Si nous traquons les erreurs, c'est que nous savons exactement ce qui est attendu le jour du concours, et donc qu'on souligne cela, et qu'en le soulignant, on s'attend et on fait confiance à l'étudiante ou à l'étudiant pour qu'il puisse progresser. Donc toutes les erreurs que l'on souligne, de quelque nature qu'elles soient, sont une marque de confiance et pas du tout une marque de sadisme que dont souvent on nous affuble. Ça n'est en rien cela, c'est au contraire la volonté que chacune et chacun puisse donner le meilleur et réussir à corriger ce qui mérite encore d'être corrigé, y compris à une centaine de jours des premiers écrits du concours. Donc on va se pencher aujourd'hui sur 2 copies en cours d'année. Encore une fois, le jour du concours, les choses sont différentes, la notation va être différente, et d'ailleurs je tiens à souligner que pour les rapports de jury HEC-EM Lyon dont je m'occupe, ainsi que pour les ECT Audencia, il y a une grille de ventilation des notes qui est distribuée à tous les correcteurs, qui est une base sur laquelle les correcteurs, mais également les étudiants, savent ce que de temps à temps, puis de temps à temps, et donc des moins bonnes notes jusqu'aux meilleures, on peut s'attendre à trouver et qui vient justifier une note qui est posée le jour du concours. Mais, je le répète, la note qu'il y aura le jour du concours n'a pas grand-chose à voir avec la note que l'on va avoir pendant l'année, tout simplement parce que les circonstances de notation sont très différentes, et puis parce que l'objectif est différent. Encore une fois, pendant l'année, on est dans une évaluation formative, et n'importe quel élément qui sera souligné participe de cette volonté de formation. Donc, 2 copies sur lesquelles nous allons nous pencher. Alors, on ne va pas rentrer exactement dans le détail, mais on va juste se mettre dans la peau d'un correcteur qui vient rencontrer cette copie et vient souligner les points positifs et les points négatifs. Je tiens d'emblée à faire un mea culpa, puisqu'il s'agit de 2 copies de 2 de mes étudiants. En général, je ne mets pas des bien, très bien, et je n'ai pas d'enthousiasme particulier. Et sans doute devrais-je le faire. Je viens surtout souligner ce qui ne fonctionne pas. Ne vous attendez pas à voir en marge des copies qui vont paraître à l'écran des biens ou des très bien. En réalité, quand c'est bien, voire très bien, ça file tout seul. Et donc, moi, je suis satisfait et je ne peux m'arrêter que sur les choses qui ne fonctionnent pas. Alors, prenons la première copie, une copie à 5, l'autre sera une copie à 7 sur 20. Cette copie à 5, il faut se dire qu'assez rapidement, on a un sentiment qui naît, et je veux aller à l'encontre de l'idée reçue que la note est posée à la fin de l'introduction, mais à la fin de l'introduction, on a une idée. L'introduction, c'est le moment extrêmement important de la rencontre entre un candidat, une candidate, et puis son lecteur, son correcteur ou sa correctrice. Et donc ce moment, on n'a pas le droit de le rater, parce que le reste se trouve
immédiatement entaché par la difficulté que l'on a eu à entrer en contact. Donc l'introduction doit être particulièrement soignée. Alors qu'en est-il de cette première copie dont le sujet était l'impossibilité de juger? Tout commence par non pas une citation, mais l'évocation d'une œuvre, l'Évangile selon Matthieu, en 5. Donc on est dans la précision, c'est exactement ce qui est attendu. Donc semblait déjà conseiller l'homme, me crinete, iname, critete. On a en plus la petite coquetterie de l'écriture en grec, c'est très bien. On a la traduction, il n'y a pas de faute là-dessus, donc on est plutôt bien parti. Mais même si l'on avait la volonté, l'homme est-il toujours capable de juger? On a à peine commencé le travail et la mise en situation à travers une référence très connue que déjà on a une question. On semble griller un peu les étapes, mais l'auteur de la copie était peut-être un peu pressé. Mais même si l'on avait la volonté, l'homme est-il toujours capable de juger? En avait-il les capacités lors du jugement de Jésus dont le procès fut inique? Là, d'emblée, on voit qu'il y a une espèce de concentration de plusieurs éléments qui viennent s'entrechoquer dans une formule extrêmement courte qui perd un peu d'emblée le lecteur. On a le procès de Jésus, on ne voit pas bien pourquoi il y a le procès de Jésus qui est ainsi évoqué, la capacité que l'homme a de juger, qui fait sans doute référence à l'impossibilité, mais le sujet est l'impossibilité, donc on s'attendrait plutôt au possible, voire à l'impossible, mais en aucun cas l'idée de la capacité à, et c'est le mot capacité d'ailleurs qui est choisi par l'auteur de la copie, au pluriel, dans une seconde occurrence. Bon. Donc on est un peu étonné, cela dit, l'idée de capacité liée à l'idée de possibilité n'a rien d'étonnant, donc on peut suivre. On peut suivre alors qu'il y a déjà une rupture au bout de quelques lignes. Pourquoi passer une ligne alors que l'on est au tout début de la rencontre? Cette rupture-là n'a pas lieu d'être. Peut-être parfois l'homme est-il dans l'impossibilité de juger, c'est-à-dire dans l'incapacité de trancher un conflit, d'évaluer une situation. Donc là, le mot impossibilité est convoqué. On se dit, bon, ça y est, on est à nouveau dans le sujet. Un moment pour lequel il n'y aurait pas de conjonction entre l'endement, donc on imagine que c'est l'entendement, et la volonté. Une erreur comme endement ou entendement, même si elle s'entend parce qu'il y a une forme de stress, est un mauvais signal, là encore, parce que tout simplement, l'introduction, elle a été travaillée, et même très travaillée. Donc il faut impérativement faire attention à tous les mots, éviter toutes sortes de fautes comme celle-ci. Donc tous deux nécessaires au jugement. Pourtant, donc il y a l'amorce, structurellement parlant, de quelque chose qui irait du côté du paradoxe sans doute. Le jugement semble omniprésent, comme si rien ne l'empêchait chez personne. Cette soi-disant impossibilité de juger est comme directement heurtée à la réalité des jugements frénétiques. Bon, soit, mais tout cela manque un peu de clarté dans la formulation. Ainsi, l'impossibilité de juger n'est-elle qu'une illusion? On a ce qui apparaît, compte tenu de la longueur très courte de l'introduction, on a là ce qui ressemble à une problématique. Or, l'introduction sert à mettre en situation le sujet pour pouvoir véritablement l'expliquer, le développer, mais l'introduction sert également à expliquer le sujet, c'est-à-dire à développer les termes qui sont associés au sujet. Là, on n'a pas eu ce travail. De la même façon, on avait une hypothèse de paradoxe, mais le paradoxe n'est pas clairement formulé. Et d'emblée, et déjà, on a une problématique. Et l'impossibilité de juger n'est-elle qu'une illusion avec une problématique qui est en ne que, et cette interronégative, ne que, restrictive, qui plus est, a toujours tendance à réduire le sujet et à être une forme d'interrogation rhétorique. C'est-à-dire c'est une fausse interrogation. Là où la problématique doit être ouverte, doit ouvrir le champ des possibles. L'impossibilité de juger n'est-elle qu'une illusion est une formule assez maladroite et d'une façon générale, moi je déconseille l'utilisation de l'interronégative très rhétorique dans l'usage de la problématique. Et on a le plan qui suit, à première vue, cette incapacité n'existerait pas puisque le jugement est omniprésent, mais peut-être faut-il différencier le jugement frénétique du bon jugement, ce dernier nécessitant certains critères pour ce faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là apparaît clairement le problème. Dans l'annonce du plan, on a une fois l'idée de
possibilité ou d'impossibilité cachée derrière le mot incapacité, donc on a le choix d'un autre terme que la possibilité ou l'impossibilité, et surtout dans ce qui s'annonce être les deux autres parties, on n'a aucune référence au sujet, mais aucune. Donc d'emblée, l'introduction nous dit que le sujet ne va pas être traité pour lui-même, c'est un autre sujet qui va être traité, un peu de biais, par le choix d'avoir mis de côté impossibilité pour incapacité, et puis qu'il y aura 2 parties sur 3 qui s'annoncent être hors sujet. Donc, j'espère que vous comprenez là que le signal qui est envoyé au correcteur n'est vraiment pas un bon signal. Et il se trouve que la suite de la dissertation va venir le prouver. Alors, je vais juste m'arrêter sur quelques éléments que j'ai entourés au moment de la correction de la copie pour vous montrer là où ça achoppe, là où les choses ne fonctionnent pas. Dans la première partie, on a un premier argument qui commence par « en effet ». Un premier argument qui commence par « en effet » n'a pas lieu d'être. On n'a encore rien montré. Donc pourquoi commencer par « en effet » ? Ça n'a absolument aucun sens. Donc on doit commencer un premier argument par une première hypothèse qui est proposée. Je dis bien hypothèse, car le premier argument se formule ainsi. En effet, tout homme est capable d'émettre son avis, d'exprimer ce qu'il pense de ses expériences de vie. Une dissertation, ça avance par hypothèse. Or, des formulations à ce point définitives, péremptoires ou affirmatives n'ont pas lieu d'être, et surtout pas dans une première partie où on pose les choses, on émet des possibilités. Donc, commencer par quelque chose de trop affirmatif, cela ne peut pas fonctionner. Il faut ce que l'on appelle modaliser, trouver des formules modales qui permettent de mettre à distance la proposition que l'on est en train de suggérer. Donc l'homme semble capable d'émettre son avis, d'exprimer, ou a priori l'homme est capable, ou l'homme serait capable d'exprimer ce qu'il pense, etc. Donc il faut trouver des modalisations. Deuxième argument, puisque le jugement est possible à tout homme en tant qu'appréciation, bon, la formulation n'a pas tellement de sens. Et là encore, on a une formulation qui est assez définitive, d'autant que, si je regarde la phrase en entier, puisque le jugement est possible à tout homme en tant qu'appréciation, mais d'autant plus avec la construction d'une réflexion, point, ceci n'est pas une phrase. Ce n'est pas une phrase complète, puisqu'il n'y a pas de proposition principale. On ne sait donc où l'on va aller. Et cet aspect-là de la maîtrise de la langue est un critère absolument essentiel. Troisième argument, enfin, il est également possible de suivre seulement ce qui nous semble bon, moral ou éthique pour juger d'une situation ou de ce que l'on doit faire. Alors, l'argument est assez long. Il commence par un « enfin » qui est de l'ordre du cumul et absolument pas de l'ordre de la logique. D'ailleurs, ce « enfin » est souligné par le « également », donc on est vraiment en quelque chose, j'ajoute un truc en plus, mais je ne le lis pas logiquement à ce qui précède, et on est sur la notion de possibilité, mais sur la notion de juger, de l'impossibilité de juger, qui était quand même le sujet de base, ben, ma foi, on est relativement loin. Ajoutons à cela, dans ce dernier argument, le fait que la première référence qui apparaisse de façon visible, c'est-à-dire avec un titre souligné, ce sont les pensées de Pascal, alors que l'on est à plus de la moitié du paragraphe. Enfin, ce qui apparaissait en tout cas à plus de la moitié du paragraphe, c'est une apparition beaucoup trop tardive. Plus un argument apparaît tardivement, c'est-à-dire plus un titre apparaît, un titre souligné apparaît tardivement dans un paragraphe, plus il a des chances de devenir une illustration décorative, juste pour faire plaisir au correcteur. Donc là, il faut vraiment être très attentif à cela. Le conseil que je peux donner, c'est que la référence soulignée avec un titre de façon visible apparaisse dès le premier tiers du paragraphe pour que l'on sache que ce qui va suivre sera bien une analyse de l'argument, mais sur la base d'une référence qui va nous servir de preuve irréfutable du propos que l'on va tenir. Alors, je disais apparaît a priori à la moitié du paragraphe parce que ce troisième argument se développe sur de très nombreuses lignes et on est un peu étonné par rapport aux autres paragraphes. Donc, on découvre après coup, et je l'avais noté d'ailleurs, mais où est la transition ? Car la transition est absolument essentielle, qu'en réalité, la transition est mêlée
au troisième paragraphe. Elle ne se distingue pas dans cette copie. Or, la transition doit être un paragraphe autonome absolument essentiel. Les transitions, c'est ce qui permet de lier solidement les paragraphes, enfin non seulement les paragraphes, mais surtout les parties les unes avec les autres. Et ici, en fait, c'est complètement lié. Donc on est un peu perturbé. Et si l'on isole la transition artificiellement, puisque la copie ne l'a pas fait, on se rend compte que cette transition est quasiment aussi longue que le paragraphe. Et là aussi, ça pose un problème, parce que la transition ne doit pas être aussi longue qu'un paragraphe argumentatif. Bref, on est à la fin de la première partie, et on se dit, il y a des erreurs de logique, il y a le maniement du vocabulaire qui n'est pas extrêmement juste, on a une expression qui peut être fautive, on a le recours à des exemples, alors certes il y en a systématiquement, mais on se rendrait compte également que l'utilisation de 12 hommes en colère revient dans le premier argument, puis dans le deuxième argument. Tout cela donne un sentiment qu'on est dans de l'à peu près. Et la suite, en réalité, ne vient que confirmer ce que l'introduction laissait entendre, à savoir qu'on est dans du hors-sujet. Il suffit de regarder juste le début de chaque paragraphe, parce qu'un correcteur, c'est ce qu'il fait. Dans un premier temps, il regarde le début de chaque paragraphe pour savoir quelle est la structure générale de la dissertation. La vérité est un premier élément qui semble nécessaire à tout bon jugement, donc on est sur du hors-sujet. La morale à elle seule est d'ailleurs un autre critère allant à l'encontre du bon jugement, hors-sujet. On ne peut en effet pas juger seul sous risque certain que le jugement ne soit pas juste. On est sur du hors-sujet et j'épargne la suite. On est exactement sur une copie du même acabit. Est-ce que la personne a travaillé ? Assurément, la personne a travaillé. Est-ce qu'elle a décidé de prendre le sujet pour lui-même ? Eh bien non, en réalité. Et c'est ça le principal problème des copies qui ne satisfont pas les attentes. C'est que le sujet n'a pas été traité pour lui-même. L'impossibilité de juger, qui était le sujet de base, n'a pas été correctement interrogée. Et donc, la personne a choisi, mais peut-être malgré elle, parce qu'emportée dans sa volonté de développer ses connaissances, ne s'est pas rendu compte qu'elle s'éloignait de façon beaucoup trop importante du sujet de base. Et sans doute prise par le temps, puisque le travail est inachevé, on se retrouve dans un sujet qui, véritablement, le jour du concours, pour le coup, aurait une note basse, parce qu'il en faut, c'est absolument nécessaire, c'est la règle du sujet, de la répartition, de la ventilation des notes en fonction d'un écart type. Cette copie, assurément, aurait une mauvaise note. Donc, les critiques que j'ai formulées peuvent être reprises à l'envers. Toujours faire attention au sujet, prendre le sujet pour lui-même, s'intéresser uniquement au champ lexical du sujet. Ce champ lexical va devoir être réparti dans l'ensemble de la dissertation, parce que s'il n'est pas réparti, à ce moment-là, on risque véritablement d'aller vers le hors-sujet, exactement ce qui s'est passé ici. Il suffit de lire les arguments pour s'en rendre compte. Alors, ça ne veut pas dire que quand on utilise un champ lexical propre au sujet, on va réussir le traitement du sujet. Mais en tout cas, on n'est pas dans la catastrophe comme ici, on s'en approche. Alors je voudrais à présent me pencher sur une autre copie, toujours le même sujet, l'impossibilité de juger. Vous remarquerez que la copie est tapée. Il s'agit en effet de la copie de quelqu'un qui bénéficie d'un temps aménagé. Et je tiens à dire quelque chose là-dessus. On a plusieurs personnes qui, pour plusieurs raisons, et des pathologies qui sont vérifiées par la MDPH, qui sont vérifiées par la BCE et par ECRICOM, des pathologies donc, qui amènent le candidat à bénéficier d'un temps aménagé, qui n'est pas un temps supplémentaire pendant lequel il peut en faire plus que les autres. C'est un temps de compensation, et je veux vraiment insister là-dessus. C'est un temps de compensation parce que le plus souvent, si ce temps est proposé, c'est pour permettre aux personnes qui ont une fatigabilité plus importante que d'autres au moment de la composition, de prendre le temps de faire davantage attention et de recharger les batteries intellectuelles pendant le temps de composition. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ces copies vont, à terme, bénéficier de la même correction, exactement la même, que pour les autres candidats. Et lorsque l'on se retrouve face à une copie qui est tapuscrite et non pas manuscrite, on ne sait pas si c'est parce que la personne a un trouble quelconque de dysorthographie, de TDAH, ce type de choses,
ou si c'est quelqu'un qui s'est juste blessé la main et qui ne peut pas, écrire de façon manuscrite et donc peut encore taper. Ou alors, si la personne n'a pas, pour X ou X raison, un ou une secrétaire qui tape le texte. Donc, je tiens à redire cela, les copies sont notées pour elles-mêmes, sur la base, puisque le temps aménagé est une forme de mise à l'équilibre des choses, et là, les copies seront évaluées exactement de la même façon, c'est-à-dire que les fautes d'expression, les fautes d'orthographe seront comptabilisées exactement de la même façon que pour les autres copies. Donc, nous avons une copie ici, dont on peut remarquer d'emblée, si l'on regarde les deux parties de l'introduction, enfin, si on regarde l'introduction qui se divise sur les deux pages, que c'est une introduction qui est, là encore, extrêmement courte. L'introduction, je le disais tout à l'heure, est un moment important. Il faut savoir prendre le temps de poser les choses. Une introduction qui va être trop courte ne permet pas au candidat de véritablement développer, amener le correcteur ou la correctrice à le suivre dans la démarche argumentative que le candidat ou la candidate a choisi de proposer. Une introduction, il y a plusieurs étapes à l'intérieur. Il faut évidemment amener le sujet, le mettre en situation in situ pour faire ce que les latins appellent la captatio benevolentiae, c'est-à-dire la captation de la bienveillance par une référence, par je disais une mise en situation, ce que l'on va pouvoir appeler une forme de présentation des choses, et tisser l'analyse du sujet à la force de cette proposition initiale. La référence initiale sur laquelle le candidat va s'appuyer ne doit en rien être décorative. Ce n'est pas le passage obligé avant de passer à la suite. C'est par cette référence que l'on va pouvoir tisser l'analyse du sujet. Il doit y avoir un temps pour la mise en paradoxe, il doit y avoir un temps pour la mise en problématisation, et il doit y avoir un temps également pour la présentation du plan, la proposition du plan. Tout cela demande un certain temps, et n'avoir que quelques lignes pour ce faire risque gréver complètement la qualité de l'introduction. Donc, revenons sur la proposition qui est faite ici, toujours sur l'impossibilité de juger. De la pesée du cœur de Maat en Égypte à la balance de l'archange Michel, en passant par celle de Zeus dans le chant 23 de l'Iliade, avec une faute sur l'Iliade, juger, c'est-à-dire tracer une ligne entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, semble toujours avoir été au cœur de chaque civilisation. Donc là, on a une mise en situation où le candidat montre qu'il a des connaissances. On a le recours à semble toujours avoir été au cœur. Le toujours est peut-être en trop. Mais toujours est-il qu'on a une espèce de concentré ici de plusieurs pistes possibles de ce que serait l'idée de juger. Néanmoins, force est de constater que juger véritablement, et non pas opiner, relève parfois presque de l'impossible. On a d'emblée la convocation de la notion d'impossibilité alors que ça n'a pas été amené. C'est-à-dire que ce qui est au cœur du sujet, l'impossibilité de juger, doit être progressivement amené. On n'a pas à balancer la notion d'impossibilité sitôt qu'on a dit en quelques mots ce que pourrait être le verbe juger. Il faut montrer au correcteur que s'interroger sur l'impossibilité de juger est incontournable et semble être une question à ce point cruciale, mais héritée d'une réflexion, qu'elle se pose ici, maintenant, au cœur de la dissertation. Amener le sujet, l'impossibilité de juger si rapidement, en fait, nous prive de la compréhension du pourquoi la notion d'impossibilité se présente à nous, comme si le sujet imposait d'emblée au candidat qui subit le sujet, au lieu de le faire sien et de l'amener par lui-même. Et le fait est que, au lieu de devenir véritablement l'auteur de sa réflexion, on sent d'emblée que le candidat ou la candidate subit le sujet qui lui a été imposé, alors qu'encore une fois, je le répète, il doit faire sien ce sujet. En effet, l'acte de juger peut très rapidement se transformer en un choix cornélien, on parle plutôt de dilemme, à l'image de Paris. Alors, si vous convoquez Paris, faites attention à ne pas confondre la ville de Paris et le héros Paris, puisqu'il y a un accent circonflexe sur le A, qui ne peut choisir entre les trois déesses. Trois, je l'ai entouré, parce que
il faut tout rédiger, on n'a pas à mettre de chiffres, ou même du célèbre dilemme du tramway qui ne peut être véritablement résolu. Alors, le célèbre dilemme du tramway renvoie à une référence qui est ici à ce point implicite. Tout le monde ne connaît pas nécessairement le dilemme du tramway, qu'elle mériterait un peu d'explication. Je veux dire par là que faire des clins d'œil sur des références très connues au correcteur, c'est bien. Il n'y a pas toujours besoin de tout expliquer comme si le correcteur était un ignare qui ne savait rien sur rien et donc à qui il faudrait tout expliquer, y compris résumer des choses très connues. Certaines références que l'on connaît soi ne sont pas toujours partagées par tout le monde. Sur des références culturelles, en général, ça va. Sur des expériences, comme celle du dilemme du tramway, là, il y a sans doute un petit détour à proposer. Juger relève-t-il de l'impossible? Et là, on n'a pas eu de paradoxe. On n'a pas eu de paradoxe et ça va être à nouveau une raison pour laquelle il va y avoir un vrai problème. Le paradoxe dans une dissertation, c'est le moment où le moteur va pouvoir se mettre en route, c'est-à-dire c'est l'étincelle. D'une certaine façon, la présentation, ça va être la description, si vous me permettez la métaphore automobile, ça va être la description du véhicule. Et alors, la description peut être très belle, parce que vous avez un très très beau véhicule, etc. Mais pour l'instant, il est toujours à l'arrêt. On s'est contenté de décrire le véhicule. Mais il va falloir mettre le véhicule en route pour qu'il serve à quelque chose. Et l'étincelle, la mise en contact pour ce véhicule, eh bien, ça va être le paradoxe. C'est ce qui va faire que l'on va passer d'un état statique à un état dynamique. Et la problématique va être, à la suite du paradoxe, une fois que le moteur a été mis en route, de tracer une forme d'itinéraire avec la volonté d'aller au bout de l'itinéraire. C'est-à-dire se poser la question, avant de prendre véritablement la route, se poser la question de savoir par où on pourrait passer pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Et ensuite, le plan, ça va être le chemin que l'on va demander au GPS de trouver, ou en tout cas, on se fait soi-même GPS, et puis on décide du chemin. Donc ici, s'il n'y a pas cette étincelle, mais rien ne démarre. Et on a tout à coup jugé relève-t-il de l'impossible, sans qu'on sache exactement ce qui a poussé le candidat à proposer cette problématique. Donc il y a là un problème absolument majeur. Ensuite, si juger semble parfois en apparence relever de l'impossible, force est de constater que ne pas se confronter à cet impossible est dangereux. Dès lors, l'acte de juger semble être possible, mais il m'engage à la prudence et à l'impartialité. Bon, on a la mise en place de quelque chose qui relève d'un plan dialectique, d'une volonté de réfléchir, ça c'est absolument évident, d'une rhétorique qui accompagne la chose, bon, et pourquoi pas. Pour autant, on est dans peut-être une dialectique un peu simple sur la possibilité et l'impossibilité, ou plus exactement sur l'impossibilité et sur la possibilité, alors même que la réflexion n'a pas été portée à son terme. Parce que quand on y réfléchit, le contraire de l'impossible n'est pas nécessairement le possible. Le contraire de l'impossible, c'est la nécessité. Il semble impossible de juger, et pourtant c'est nécessaire. Donc, cette réflexion qui vise à déjouer le caractère sans doute trop attendu et trop simpliste de l'opposition entre les termes impossible, possible, n'a pas été menée, si bien que on peut penser que cette copie ira vers des sentiers un peu trop connus pour être un peu originaux ou authentiques, et finalement pourra passer en partie à côté du sujet. Alors, il suffirait de regarder la copie pour se rendre compte que, rhétoriquement parlant, la copie ne pose pas de difficultés. Juger peut apparaître complexe, on a bien ici des modalisations. Dès lors, afin de se détacher d'un continent, d'une morale universelle, une tentation émerge. Bon, donc on a un dès lors plus une modalisation. Le choix cornélien que représente juger me rend donc souvent dans l'impossibilité d'agir. On a un donc, on a bien des connecteurs logiques. Là, pour le coup, il y a la mise en place d'une véritable structure, en tout cas rhétorique de la logique, ce qui est absolument attendu pour une copie. Donc, il y a du mieux par rapport à la copie précédente. Mais quand on regarde pour autant la copie au fur et à mesure où elle se déroule, on se rend compte que on est parfois
également dans du hors-sujet. Le jugement, pour qu'il soit possible, nécessite donc d'être fort, voire violent. Par conséquent, afin d'éviter toute dérive et rendre le jugement possible, il va sans dire que le jugement doit être institutionnalisé, avec un doit-être qu'il faut absolument oublier. Pourquoi est-ce que je dis qu'on est très proche ici du hors-sujet? Tout simplement parce que le mot « possible », qui s'oppose de façon un peu trop simpliste à l'impossibilité, a été plaqué là pour des raisons uniquement sémantiques. En réalité, la logique se joue ailleurs que dans l'opposition possible-impossible. Ce n'est pas parce qu'on met un mot qui appartient au champ lexical que pour autant, on est dans le traitement satisfaisant du sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Utiliser le champ lexical, oui, mais ça ne garantit en rien la qualité de l'argumentation qui est proposée. Et in fine, quand on regarde la copie, on est trop souvent dans des affirmations un peu trop marquées. On évite absolument le « il faut »,« on doit », etc. Donc il n'y a pas de réfutation à proprement parler, on est dans une affirmation péremptoire. Et le grand 3 de la copie, qui proposait une intuition assez intéressante, impose au fur et à mesure le verbe « devoir », le devoir qui semble rimer, on ne sait pas trop pourquoi, avec le possible, alors que précisément la notion de nécessité a été abandonnée. Donc, au-delà du fait que le sujet est traité, plutôt correctement traité dans un premier temps d'un point de vue rhétorique, à des limites malgré tout, dans l'analyse, se retrouve avec une note de 7. Et on pourrait dire, c'est quand même un peu sévère. C'est que, et je ne l'ai pas souligné, c'est que la copie est truffée de fautes d'orthographe et de syntaxe. Et que ces fautes vont coûter au prochain concours 3 points ici aux candidats, puisqu'on est aux alentours d'une trentaine de fautes de français, d'expression, et qu'il y aura un point que nous devons faire évidemment sur les pénalisations liées à la maîtrise de la langue. Et donc cette copie qui aurait pu obtenir quelque chose, une note aux alentours de 10, se trouve là de façon stricte notée à 7, ce qui change tout le jour d'un concours, évidemment, vous le comprendrez bien, tout simplement parce que, quand bien même il y a eu une volonté, quand bien même il y a eu un vrai désir et la mise en place de certaines structures pour argumenter, la forme est trop fautive et se trouve pénalisée de points qui seront prévus le jour du concours. Donc, tout cela pour dire que, pendant l'année, vos enseignants vont relever des fautes récurrentes qui doivent petit à petit ne plus devenir récurrentes pour vous permettre de progresser. Toutes les erreurs qui vous sont soulignées doivent être corrigées, raison pour laquelle vous devez reprendre vos copies. Vous devez réécrire des paragraphes pour lesquels les enseignants ont souligné le fait que c'était bancal, que ça ne fonctionnait pas. Reproposer ces paragraphes à vos camarades pour voir si ça fonctionne et à l'enseignant s'il peut accepter du travail supplémentaire. Et tous ces éléments, ajoutés au fait que pendant l'école, vous faites des plans, que pendant l'année, vous faites des plans, que pendant l'année, vous faites des entraînements, que pendant l'année, vous-même, vous écrivez pour faire votre plume. Tous ces éléments doivent absolument vous persuader que progresser en culture générale, c'est à la portée de n'importe qui consent à cet effort. Je ne dis pas que vous pourrez obtenir nécessairement la meilleure note, mais en tout cas, vous aurez la satisfaction par vous-même d'avoir donné de vous pour progresser et améliorer et votre expression, et votre façon de penser, et la rigueur avec laquelle vous appréhendez les choses qui vous entourent. Et après tout, la culture générale sert véritablement à cela, avec une certaine forme de souplesse, mais également beaucoup d'exigence vis-à-vis de soi-même, apprendre à décrypter avec intelligence le monde dans lequel vous évoluez.